Ça tourne, on y va. Bonjour Gérard Chambre. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Mais très bien, très bien. On est dans un endroit tellement extraordinaire que ça va très très bien. Ah oui, puis on est surtout très heureux de se retrouver, non? Oui, on a déjà eu quelques aventures ensemble, il me semble des interviews dans le lit, etc., etc. Pas mal. Ah oui, mais à chaque fois vous ressortez ça, je pense que ça vous a vraiment marqué. C'est rarissime, c'est rarissime. Mais là c'est encore mieux que dans le lit parce que là on va être vu la dimension de l'écran, on va être dans les comédies musicales, Ouais. au cœur des comédies musicales, avec un son complètement génial et une image gigantesque. Et du cinéma? Et du cinéma, de la comédie musicale, puisque c'est le premier festival de comédie musicale, le premier festival de comédie musicale que M. Cardin a choisi cette année. Et il m'en a donné la responsabilité, donc je suis très content, parce que j'ai visionné des centaines de comédies musicales. Je me suis bien amusé. Vous êtes un cinéphile musical? J'adore tout ce qui est comédie musicale, mais je fais des spectacles de comédie musicale, mais au cinéma c'est encore mieux, évidemment. C'est encore plus grand. Voilà. Alors on a West Side Story, on a Singing in the Rain, on a Dirty Dancing, on a tous les plus grands. C'est la première fois que ça se fait, et j'espère que ça va être une longue aventure. Une longue série d'éditions. Une longue série d'éditions, absolument. Alors ici, on est dans un endroit absolument fabuleux, insolite, ça change de décor. On est dans les carrières du château de Lacoste. Voilà, on est dans les carrières du château de Lacoste. Chez Monsieur Pierre Cardin. Chez Monsieur Pierre Cardin, qui a transformé ce lieu où toutes les pierres ont été tirées pour construire le château, pour construire les maisons autour, etc., etc. Et puis qui s'est endormi à un moment donné, je ne sais pas, il n'y avait peut-être plus assez de pierres. Et M. Pierre Cardin, justement, l'a transformé en un lieu de spectacle incroyable où ont défilé les plus grands chanteurs, les plus grandes compagnies de danse. Et le cinéma n'était pas encore venu jusque-là. Et c'est la première année et c'est le premier festival. Qu'est-ce qui a donné l'envie, cette impulsion cinématographique? C'est une très bonne question parce que vous savez ce qui s'est passé quand même. Il s'est passé 3 mois, 4 mois où rien n'a été possible et où rien n'est encore complètement possible et où il faut faire encore très très attention. Et le métier de l'art, de la culture, du cinéma a été est encore très très affecté par ça. Donc il faut trouver tous les moyens pour relancer toutes ces activités. Et on commence par le cinéma, peut-être parce que c'est un tout petit peu plus facile, encore qu'il y a beaucoup de salles de cinéma qui ont beaucoup de difficultés. J'ai travaillé en association avec des programmateurs, avec des responsables de salles de cinéma, etc. Et ils souffrent terriblement parce que les gens ne viennent plus, parce que les films ne se font plus. Ça, parce qu'il y a aussi cette angoisse d'être dans un lieu fermé. Voilà, aussi. Oui, bien sûr. Puis, je veux dire qu'une salle normale qui contient, je sais pas, 300 places, quand on respecte les lois, et elles sont tout à fait respectées, de protection contre le Covid, eh bien, ça devient des salles à 100 personnes, 80 personnes. Donc il y a plusieurs facteurs, effectivement, qui mettent Alors, il y a un autre facteur qui, moi, m'a aussi beaucoup intéressé, c'est que je me suis dit qu'on allait au cinéma pour voir des films, ce qui a priori est logique, mais avant on n'allait pas au cinéma que pour voir des films. On allait au cinéma pour voir un spectacle qui commençait par un documentaire, qui était suivi par les actualités, qui était séduit par les passages dans les travées des marchands de glace, d'esquimaux glacés, etc., etc. Et on attendait, et il y avait le grand film. Donc c'était tout un spectacle, très populaire, et c'est un peu ça qu'on voudrait retrouver, cette espèce de fête d'aller au cinéma. Bien sûr, quand on va au cinéma aujourd'hui, c'est la fête, mais on y va pour le film, et uniquement pour le film. Et je trouve que c'est un peu dommage. À toute proportion gardée, c'est un peu ce qui se passe aussi au théâtre. Je veux dire, on va au théâtre, mais on n'y va pas juste pour la pièce de théâtre. On y va pour les comédiens, bien sûr, on y va pour leur talent, on y va pour mais on y va aussi parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on se croise, parce qu'on se parle, parce qu'on s'invective, parce qu'on applaudit, parce qu'on rit, parce qu'on pleure. Et cette fête du cinéma, ici, c'était l'endroit rêvé, puisqu'il y a 700 places en temps normal, avec les réglementations de protection contre le Covid, il y en aura 400, 450. Et on va faire un peu ça. On aura les ouvreuses, on retrouve le cinéma d'il y a quelques années, que vous n'avez certainement pas connu, vous,
mais dont vous avez certainement entendu parler. Ça me fait penser, moi, plus à, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Cinéma Paradisio, Oui. qui est un très beau film sur justement ces cinémas d'époque qui véhiculaient tous les fantasmes et toutes les aventures possibles et imaginables, qui allaient du chahut dans la salle, qui allait du flirt effréné, c'était un lieu très très important. Je trouve maintenant un peu dommage, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, que les cinémas soient devenus un peu très protégés, très silencieux. On y rentre, on s'y assoit, on repart, on a vu le film. On mange des pop-corn. On mange des pop-corn, ça fait du bruit. Mais là, il y aura des pop-corn aussi, mais là, on s'en fout. Quoique l'acoustique, on vient d'entendre, je ne sais pas si vous avez entendu, on vient d'entendre un essai de son. Le son va être extraordinaire. Alors moi, j'ai le cœur qui bat parce que je me dis, West Side Story sur ça, avec un son extraordinaire, c'est plus le même West Side Story. Dirty Dancing avec ce décor autour, vous partez dans un autre univers. En fait, c'est rentrer le public en immersion dans le film, quelque part, oui, dans l'écran, à travers le son, l'espace, le visuel. Tout à fait. Et puis c'est aussi faire redécouvrir ces chefs-d'œuvre qu'on a tous vus, plus ou moins. On a tous vu, ce sont des classiques. Ce sont des classiques. Qui nous ont fait rêver aussi. Qui nous ont fait rêver, mais voir Singing in the Rain sur un petit écran ou sur un écran moyen et voir Singing in the Rain là, à mon avis. Alors l'écran, il est de quelle dimension? Alors je crois qu'il est de 80 mets carrés. Ah oui, puis d'ailleurs on le voit derrière nous, mais c'est vrai Il est là, que voilà. Moi j'en ai jamais vu d'aussi grand. C'est très grand. Alors tournez-vous un peu vers là, parce que sinon nos lecteurs vont voir que vos cheveux. Bon. C'est je dommage. suis tellement attiré par l'écran. Alors voilà, M. Cardin a eu cette idée, je lui ai suggéré ça, et il a dit oui tout de suite, parce que d'abord il a toujours flirté avec le cinéma, toute sa vie. Il a commencé sa carrière en dessinant les costumes de La Belle et la Bête, le film de Cocteau. Il devait avoir 18 ans. Jean Marais, il a fait le costume et le masque de Jean Marais. Après, il a tourné dans beaucoup de films. Enfin, il n'a pas tourné. Il a fait les costumes de beaucoup de films, de Renoir, je ne sais plus, mais beaucoup de grands réalisateurs. Il a même lui-même tourné, et il ne veut pas qu'on en parle parce qu'il dit qu'il est très mauvais, mais moi j'ai vu le film, c'est pas du tout, c'est un très bon film qu'il a tourné au Mexique, où il avait le rôle principal avec Jeanne Moreau. D'accord. Et il a aussi, et ça on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais j'espère que vous reviendrez, il a découvert, en tout cas lancé un peu la carrière de Gérard Depardieu dans son théâtre, à l'Espace Cardin, dans une pièce de théâtre qui s'appelait La Chevauchée sur le lac de Constance, où Depardieu a fait ses premiers grands pas. Et voilà. Donc il a toujours été il connaît tous les comédiens, il connaît tous les films, et lui parler de la comédie musicale en plus, ça l'a vraiment ravi. C'est un monsieur qui a des projets en permanence, qui est hallucinant. Il a 98 ans, je crois. Et voilà, il lance un nouveau festival. Il lance un nouveau festival, un nouveau projet. Alors cinéma, musique, danse avec Marie-Claude Pietragala. Oui, absolument. Lecture aussi avec Gérard Depardieu et Patrick Poivre d'Arvor. C'est pas lecture, Depardieu va chanter le récital de Barbara, exactement. Barbara. Autant pour moi. Patrick Poivre d'Arvor sera le président d'honneur de cette année du festival de films. Il arrive parce que lui aussi c'est un passionné de cinéma, et je l'ai appelé et j'avais déjà travaillé avec lui, et il m'a dit mais oui, mais bien sûr, je viens, j'adore. Alors, vous parlez de l'autre festival qui suivra ce premier festival, on peut l'appeler festival d'art lyrique. Mais en fait, il y a le festival de Lacoste qu'on connaît, habituel. Il y a cette première édition du festival de cinéma cette année. Absolument. Et donc vous êtes aussi metteur en scène comédien, puisque c'est la 3e année qu'on se rencontre. On vous a suivi aussi sur votre parcours. Alors et donc vous mettez en scène 2 théâtres. Ah, c'est gentil d'en parler. Oui, deux théâtres. Musicaux. Bien sûr, de tous mes théâtres. La musique, toujours la musique. La chanson, etc. Alors la première, c'est le premier spectacle, ce qui a lieu le 13, je crois. Enfin, vous donnerez toutes les indications, je suppose. C'était un spectacle sur Toulouse-Lautrec, qui s'appelle Toulouse-Lautrec chez Maxime. C'est à travers les chansons de l'époque, à travers les chansons de création, etc. On raconte une partie de la vie de Toulouse-Lautrec, qui lui aussi était un personnage complètement extraordinaire. En 2 mots ?
En deux mots, oui, même si on pouvait mettre 3 mots, on en mettra, parce qu'il a commencé sa vie dans une famille noble, très riche. Il était voué à vivre une vie d'aristocrate, et puis il a eu un accident à la jambe, et il est devenu, non pas nain, mais il avait une malformation qu'il a eu toute sa vie. Et il s'est, par hasard, il était déjà tourné vers le dessin et la peinture, mais il s'est tourné vers Montmartre, qui à l'époque était un endroit complètement fou, ça l'est encore un peu, mais moins, où se côtoyaient les peintres, les poètes, les chanteurs, les prostituées, les macs, les voyous. Et il s'est trouvé très très bien dans cet univers-là. Il s'est installé dans cet univers et il a peint, ce qui ne se faisait jamais, tous les personnages quotidiens. C'est-à-dire la petite livreuse de pain, la prostituée, le voyou, les couples, etc., etc. Parce qu'avant, on ne peignait que les gens qui avaient de l'argent et qui étaient généralement des bourgeois ou des nobles qui se faisaient tailler le portrait. Donc c'est un aventurier complètement fou. Il a terminé sa vie, il était très, très proche des prostituées, et il habitait dans une maison close. Il avait élu domicile dans une maison close. Alors on raconte... Mais à quelle époque? C'est vers 1830, dans cette époque-là. Et donc à travers votre théâtre, vous racontez sa vie? Alors on raconte à travers des chansons, essentiellement des chansons, on raconte sa vie. Et j'ajouterais que l'idée m'en a été donnée par Véronique Fourcault, qui est dans le spectacle. Avec qui vous travaillez régulièrement, d'ailleurs. Avec qui je travaille régulièrement, et qui est l'arrière-petite-nièce de Toulouse-Lautrec. D'accord. Et qui m'a dit, mais pourquoi on ne fait pas un spectacle sur mon tonton? Alors on a fait un spectacle sur le tonton, et ça chante, c'est très gai, c'est l'époque du French Cancan, c'est l'époque du Moulin Rouge, c'est une époque complètement folle. Montmartre était devenu, à cette époque-là, le lieu de rendez-vous de toute l'aristocratie qui, à minuit, montait en calèche pour venir s'encanailler et se retrouver au milieu de ces fous furieux, quoi. Et on a essayé de redonner un petit peu cette ambiance. Chanson. Vous êtes de plus en plus près de moi, hein. Bientôt on va s'entendre du mais non, mais en plus il faut un mètre entre nous. On n'est plus dans la condition où on faisait des interviews dans le lit, c'est fini. J'ai bien compris, non, vous n'avez pas besoin de le signaler. Et alors ça c'est le premier spectacle. Alors j'en profite aussi pour préciser que Véronique Fourcault sera seule en scène dans La Voix humaine, un spectacle de Jean Cocteau, un spectacle absolument bouleversant. Absolument, et ça je crois que c'est le spectacle de clôture, il me semble. Oui, c'est La Voix humaine que Cocteau a écrit pour Piaf, je crois, d'ailleurs, je ne suis pas sûr, mais je crois. Et elle sera aussi dans ce spectacle. Et elle sera aussi... Non, elle ne sera pas dans le troisième spectacle, qui s'appelle... Et Si on chantait l'amour. Si on chantait l'amour. Il y a 3 ans, c'était Si on parlait d'amour. Oui, mais là, c'est Si on chantait l'amour. Là, on chante. Là, on chante, et j'espère que les gens vont chanter eux aussi, parce que c'est une espèce d'histoire, pas une histoire de la chanson, parce que ça se veut pas une histoire, mais on part de Charles Trenet et on va jusqu'à Stromae, en passant par tout le monde, par Ferret, par Brel, par Aznavour, par Piaf, mais aussi par tous les yéyés, par Johnny Hallyday, etc. Donc on chante une cinquantaine, pas de chansons parce qu'il faudrait des heures, mais une cinquantaine d'extraits de chansons. Et c'est un spectacle qu'on a déjà eu l'occasion de montrer 1 ou 2 fois. Et ce qui est formidable, c'est que tout le monde chante. Parce que ce sont des titres de tubes. Parce que ce sont des titres très connus, et ce sont des titres auxquels chacun d'entre nous avons accroché quelque chose. Un souvenir, un flirt, une séparation, un rêve, etc., etc. Et les gens, parfois même sans le savoir, l'ont là dans le cœur, et quand ils entendent ça, c'est émouvant. C'est émouvant, ils se mettent à chanter et ils chantent avec nous. Voilà, ça c'est notre petit... Alors là, c'est très simple, il y a deux pianistes formidables, et tous les 3, avec moi, on chante, et éventuellement, on fait chanter les gens. Donc vous êtes chanteur aussi, je le rajoute à la liste de comédiens, metteurs en scène. Mais je croyais que vous le saviez quand même. Mais non, je vous ai jamais entendu chanter. Quoi? Dans tous les spectacles où vous êtes venus, moi j'ai toujours chanté. L'année dernière, c'était Jacqueline Kennedy, je chantais. Je chantais un discours du président Kennedy sur un rock'n'roll. Wow. Il faut dire que c'était un peu... C'était assez insolite. C'était assez insolite. Non, moi j'aime beaucoup mélanger le théâtre, la musique, la chanson. Et alors tout ça, associé à l'amour, ça fait partie de votre bonheur? Je pense que l'amour, il n'y a pas mieux. On est tous assoiffés d'amour.
et on est tous prêts à donner sa vie à un homme ou à une femme parce que c'est le plus grand véhicule du bonheur, même si c'est compliqué. C'est le plus grand véhicule de l'échange et puis de la découverte de plein de choses, de la découverte de la tendresse, de la découverte du regard de l'autre, de l'aide de l'autre, de la beauté de l'autre, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et c'est ce partage qui est magnifique. Il y a, je crois que c'est Orsena qui dit une phrase sur l'amour que j'adore. L'amour est un long cheminement de faux semblant en faux semblant jusqu'au grain nu de la peau qui n'est pas celui qu'on attendait. Malheur à celui ou à celle qui ne surprend pas son visiteur. Pas mal, non? On va en rester là parce que c'est très émouvant. Oui, ça permet aussi de pouvoir réfléchir voilà, sur le concept de l'amour. Ouais, sauf que je pense que l'amour, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut aimer, il ne faut pas trop réfléchir. Si on commence à réfléchir, on se pose des questions et puis on reste en place. Et l'amour, c'est ce qui fait avancer le plus. Je crois que les hommes et les femmes ont fait des folies à cause de l'amour. Je tiens d'ailleurs à reconnaître que les grands hommes, les plus grands hommes, qu'ils soient musiciens ou philosophes ou footballeurs ou rock'n'rollers, ont toujours eu à côté d'eux une femme qui les a beaucoup aidés dans l'ombre. Et je terminerai en disant que maintenant elles ont enfin compris ça et que c'est peut-être les hommes qui vont être à l'ombre de certaines grandes femmes. Merci infiniment. Merci à vous. On a un peu dévié, mais on a terminé sur le spectacle de l'amour, donc c'était super. Très intuitif de pouvoir continuer sur mais vous avez posé une très belle question. Et je ne suis pas fanat des citations, mais j'en ai quelques-unes comme ça que j'aime bien. Il y en a une, je crois que c'est de Guitry, Sacha Guitry, qui n'est pas réputé pour avoir été un grand... Bientôt, on va vraiment s'approcher de la caméra. Oui, on s'approche. Et quand il a été, parce qu'il a été soupçonné pendant la guerre d'avoir fait des représentations devant les Allemands, etc., il a été jugé et il a dit à ses juges, je vous préviens que si vous me jugez sur mes réponses, sachez que moi, je vous juge sur vos questions. Et c'est ce que je viens de faire ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. J'espère que vous viendrez à un de ces films, si vous avez le temps. Bien sûr. Et vous m'appelez, vous choisissez. C'est quoi vos préférés, vous, dans les comédies musicales? C'est Dirty Dancing, j'imagine. Voilà. Oui, parce que j'étais jeune quand j'ai regardé ça. Oui, et bien là, vous l'avez mis comme ça. C'est ça. Donc c'est bien. On va boire un coup? Allez, on va boire un coup. Allez.